Le phénomène des ovnis est discuté depuis plusieurs décennies. Cependant, la plupart des conclusions restent plutôt théoriques que basées sur des faits. Il en va de même pour les cryptides, des créatures mystérieuses dont l'apparition a été enregistrée dans des rapports peu crédibles. En 1990, des prédateurs mystérieux sont apparus à Porto Rico, semblant tout droit sortis des pages des romans de Lovecraft. Ces créatures attaquaient principalement des moutons, des chèvres et des poules, laissant derrière elles des corps d'animaux dont il ne restait pas une goutte de sang. C'est pourquoi on les a surnommés Chupacabra, ce qui se traduit par sucer le sang des chèvres. Selon les témoignages des témoins, ces créatures d'1,50 m avaient un aspect plutôt hideux, avec des ailes comme celles des chauves-souris, des dents acérées et d'énormes yeux rouges. Quelle que soit la nature du phénomène Chupacabra, on en sait très peu. Il convient plutôt de le classer dans le domaine de la cryptozoologie que dans celui de l'ufologie, car il n'existe pas de lien direct entre ces phénomènes et les ovnis. On suppose que la Chupacabra est une créature d'apparence bestiale. Dans la littérature des années passées, on peut trouver des descriptions de telles créatures, par exemple le diable du New Jersey, qui est apparu dans le New Jersey au début du XXe siècle. Sa description physique coïncide pratiquement avec celle de la chupacabra, et ce nom se traduit par sucer le sang des poules. L'histoire de la chupacabra a commencé à Porto Rico il y a quelques années, bien que, si l'on examine les documents, on puisse trouver des mentions plus anciennes de ce phénomène. Dans les années 70, un homme nommé Sébastien Lamarche vivait sur l'île, fondateur du mouvement des ufologues. Il était architecte et une personne très éduquée. Lamarche a publié un livre dont la préface a été écrite par Heineck. Dans ce livre, de nombreux événements étranges se produisant dans cette région sont discutés, y compris une histoire curieuse des années 70 concernant une créature mystérieuse qui a ensuite été appelée le vampire Moko. La description de ce vampire et de la chupacabra est absolument identique. Bien que dans l'histoire de la chupacabra, beaucoup ait été imaginé par des personnes impressionnables, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de la même créature. Quelque chose d'étrange se produisait réellement à Porto Rico, et cela a provoqué une réaction inappropriée de la société. La chupacabra a reçu une excellente publicité dans les médias. Bientôt, des rapports à son sujet ont commencé à arriver du Mexique, où, grâce à plusieurs journalistes, la chupacabra est à nouveau devenue le centre d'attention. Ensuite, les rumeurs à son sujet ont migré encore plus au sud et enfin au Chili, elles ont pris un caractère grotesque. Il aurait été découvert un nid de chupacabra dont les photographies sont immédiatement apparues sur Internet et plus tard, un site spécial a été créé. La presse jaune chilienne a relayé ces rumeurs et a rapidement annoncé que le nid trouvé avait été détruit par une bombe. Un chercheur qui a passé beaucoup de temps à Porto Rico partage ses observations. J'ai parlé avec un grand nombre de témoins. Pendant plusieurs années, j'y ai mené des recherches sérieuses sur ce phénomène. Il y a eu des personnes qui ont vu cette créature de leurs propres yeux. Croyez-moi, il y a beaucoup de gens comme ça à Porto Rico. Ils disent que cette créature s'est volée, qu'elle se pose sur les toits des maisons de village et qu'elle terrorise le bétail. L'un des témoins les plus mémorables a été un policier portoricain qui a effectivement capturé cette créature après qu'elle ait attaqué son chien. Il l'a abattu avec son arme de service en utilisant une balle explosive. Malgré cela, la créature n'est pas morte et a réussi à s'enfuir. Sur les lieux de l'incident, du sang a été trouvé, qui a été envoyé pour analyse au bureau de police de Porto Rico. La police a volontiers aidé le chercheur dans son travail, lui fournissant l'accès à tous les documents relatifs à cette affaire. Il est convaincu que cette créature existe réellement. On ne sait pas d'où vient cette créature ni quels sont ses véritables objectifs. Cependant, selon certains experts, sa principale mission consiste à collecter des échantillons pour des civilisations extraterrestres, y compris des analyses de sang et d'autres organes internes d'organismes terrestres. L'un de ces experts est Sébastien Lamarche, fondateur du mouvement ufologique à Porto Rico. Il exprime son opinion. Je crois que cela existe vraiment. Lamarche fait référence à l'histoire portoricaine du vampire Moka,
qui est étayé par des faits réels et des témoignages de vétérinaires. Cependant, à mesure que la soi-disant vague de Chupacabra se propage vers le sud, il n'y a aucune preuve réelle de leur apparition. Aucune preuve, souligne-t-il. Les témoins ont présenté des analyses de poules tuées, mais, comme le note Lamarche, de tels cas peuvent être expliqués par des réalités tout à fait terrestres. Et il n'y a rien de surnaturel à cela. Pour mener des recherches sérieuses, des preuves matérielles irréfutables sont nécessaires. Dans l'histoire des chupacabras, il n'y en a pas. À la fin des années 90, le phénomène des chupacabras est devenu de plus en plus connu dans les cercles ufologiques. Bien que le lien entre les prédateurs mystérieux et les ovnis n'ait pas été prouvé, des rapports sur un nouveau phénomène inhabituel ont commencé à apparaître. Dans la ville de Virginie, située à 300 km de Rio de Janeiro, l'un des événements les plus curieux des années 90 a été enregistré. En janvier 1996, des policiers ont capturé des êtres mystérieux et de nombreux témoignages ont été fournis, tant par des témoins occasionnels que par des fonctionnaires de la police brésilienne. 3 écolières brésiliennes ont remarqué près d'un mur une étrange créature ressemblant à un personnage d'un film de science-fiction. Il est probable qu'elle se cachait des humains. Peu après, une patrouille de police est arrivée sur les lieux avec des filets. Le même jour, mais à un autre endroit, une autre créature similaire a été capturée. Elles ont été envoyées dans 2 hôpitaux différents où des médecins ont effectué des examens approfondis. Une des créatures est morte et l'autopsie de son corps a été réalisée par le docteur Baden Paul Harris. Bien qu'il n'existe pas de preuves documentaires, la marche est convaincue que c'était bien lui. Les détails de cette histoire sont apparus dans de nombreux journaux et livres d'auteurs brésiliens. Ajoute-t-il, ajoute-t-il, notant que ce cas extraordinaire peut à juste titre être qualifié de Roswell brésilien. La seule différence est que cette histoire s'est produite très récemment et il existe de nombreux témoignages corroborant l'authenticité de cet événement. Cependant, l'explication officielle était quelque peu étrange. Il s'agirait de nains, d'une naine enceinte et de son mari qui tentaient de se protéger de la pluie. Bien sûr, cette explication farfelue des autorités brésiliennes semble tout simplement ridicule, déclare Lamarche. Il se souvient également que l'histoire à Virginie s'est produite en 1996. Les premiers rapports ne contenaient que les témoignages des 3 filles d'un quartier pauvre qui avaient rencontré l'étrange créature. En principe, cela pourrait être vrai, note-t-il. Les filles y ont été interrogées à plusieurs reprises et John Mack lui-même a mené un interrogatoire avec elles. Tous étaient convaincus que les filles étaient tout à fait sincères, bien que le jour de l'incident, elles aient été dans un état de choc. La créature qu'elles ont vue n'était pas vêtue. À partir de ce moment, l'histoire prend un tournant absolument fantastique. Continue la marche. Les filles ont appelé les pompiers, qui sont arrivés immédiatement sur les lieux et ont capturé la créature en utilisant uniquement des filets et des bâtons. C'est probablement l'extraterrestre le plus maladroit qu'on puisse imaginer, ironise-t-il. La créature courait nue dans la ville et il était facile de la capturer avec un simple filet. Rien n'a été trouvé sur elle. C'est pourquoi Lamarche pense que la créature capturée relève plutôt du domaine de la cryptozoologie que de l'ufologie. Pendant ce temps, l'histoire de Rosov et les événements sur la base 50 ont été gonflés par la presse à des proportions incroyables. À cette époque, de tels cas se produisaient dans chaque pays, et Lamarche se souvient comment la Pologne et le Chili se sont empressés de faire état d'événements similaires. L'histoire des monstres de Virginie est devenue célèbre, malgré le fait que la plupart des rumeurs sont restées des rumeurs. Les témoignages de 3 filles effrayées ont attiré l'attention, et bientôt, de nombreux autres témoignages se sont ajoutés. On parlait d'une soucoupe volante, d'une autopsie d'extraterrestres dans une clinique locale, tout le nécessaire. Cependant, selon les données disponibles, aucun de ces témoignages n'a été confirmé par des faits irréfutables. Les ufologues brésiliens se sont retrouvés dans une situation délicate, car maintenant, ils avaient leur propre histoire, une soucoupe volante et un monstre en étant sorti.
On avait l'impression que notre planète était envahie par des monstres issus de cauchemars, tels que le chupacabra et le monstre de Virginie. Dans ce contexte, il convient de prendre au sérieux les contes de lutins, de démons et d'autres créatures mythiques. Néanmoins, dans toutes ces histoires de créatures inconnues, il existait un sérieux problème. Il n'y avait pas de preuves matérielles irréfutables, à part de nombreux témoignages plus ou moins plausibles de témoins. Les documents officiels confirmant ou infirmant l'existence de ces créatures faisaient également défaut. Personne n'avait vu de photos ou de vidéos où elles auraient été capturées. Lorsque les premières rumeurs sur le chupacabra sont apparues, le vétérinaire portoricain Carlos Soto a confirmé que certains animaux avaient été tués par un prédateur inhabituel, jamais vu auparavant dans cette région. Malheureusement, une enquête approfondie n'a jamais été menée et les monstres portoricains sont restés pendant longtemps une énigme zoologique. Chaque année, des centaines d'animaux de compagnie meurent aux États-Unis, au Canada et dans les pays européens. Dans la plupart des cas, leurs morts sont attribuées à des attaques de loups, de coyotes ou de grands prédateurs à plumes. Cependant, certains incidents ne sont pas si facilement explicables. Par exemple, sur les corps des animaux tués, il manque l'anus, les organes reproducteurs, les yeux ou les oreilles, et on a l'impression que ces parties du corps ont été retirées chirurgicalement. Il y a même eu des cas où l'on a trouvé des corps complètement exsangues. Ces incidents inhabituels ont conduit certains à penser que des extraterrestres pourraient être impliqués. Le phénomène de la mort des animaux suscite un grand intérêt. Il est connu que l'Institut national de recherche scientifique des États-Unis a mené des études sérieuses sur ce phénomène mystérieux. Au cours de l'expertise des corps, des preuves matérielles ont été rassemblées, y compris des incisions inhabituelles documentées sur les corps des animaux qui ont peut-être été faites à l'aide d'une source de haute température, telle qu'un laser. Sur les carcasses, aucune trace de prédateur ordinaire n'a été observée. Et il est supposé que les corps ont subi un traitement spécial. Ce que tout cela signifie reste flou. Au cours de 3 années de travail sur les mystères des ovnis, l'auteur s'est à plusieurs reprises adressé au ministère britannique de l'Agriculture pour déterminer s'il y avait eu des cas similaires dans le pays. Il s'est avéré que de tels cas avaient effectivement eu lieu, mais l'auteur estime que ces histoires sont liées à une autre énigme inexplicable, les soi-disant chats sauvages, qui seraient présents en Grande-Bretagne. Des lynx, des léopards et même des lions ont été mentionnés, et les cas connus de morts mystérieuses d'animaux ont toujours été associés à cette histoire. Parfois, ils pouvaient être expliqués par des attaques de chiens sauvages ordinaires ou de loups, mais des études détaillées en Angleterre n'ont jamais été menées. Tant que tout cela reste un mystère, l'auteur ne peut proposer aucune explication. Personnellement, il considère que la mort mystérieuse des animaux est tout aussi déroutante pour les chercheurs que le phénomène OVNI. Ces cas se produisent depuis plusieurs années, et le premier phénomène de ce type a été enregistré en 1967 lorsqu'un enfant a péri. Dans les années 1970, le nombre de rapports n'a cessé d'augmenter, atteignant un pic en 1975, lorsque les autorités locales ont exigé que l'État enquête sur ces cas inhabituels. Dans ce contexte, on se souvient d'une conversation avec un enquêteur de police à la retraite nommé Romal, qui a présenté un rapport affirmant que la mort des animaux était due à des oiseaux de proie. Il existe des faits qui remettent en question les conclusions officielles sur les causes de la mort des animaux. Dans un des cas, la peau a été uniformément retirée de toute la tête de l'animal, ce qui soulève des questions sur qui aurait pu faire cela. Aucun oiseau de proie n'est capable d'un tel travail de précision. La population locale a commencé à s'inquiéter sérieusement en raison du grand nombre de cas de décès d'animaux domestiques. Bien que la plupart de ces incidents se soient produits en Amérique, des cas similaires ont également été enregistrés au Canada et en Europe, en particulier en Europe du Nord, en Scandinavie et en Grande-Bretagne. Ces dernières années, une vague de morts mystérieuses d'animaux a également frappé l'Argentine. Les autorités ont tenté de blâmer des rongeurs sauvages, mais une telle déclaration suscite des doutes.
Selon l'une des théories, la cause de la mort du bétail serait des essais d'armes militaires secrètes. Cependant, comme l'affirme un des experts, cela est peu probable. Si les militaires avaient réellement besoin d'animaux de test, ils pourraient mener leurs essais dans des conditions de stricte confidentialité, dans des laboratoires spécialement équipés. Il existe également une théorie selon laquelle la mort des animaux serait orchestrée par les militaires afin d'accuser les extraterrestres. Cette explication, selon l'experte, n'a pas de fondement. Il note que les cas de décès d'animaux coïncident effectivement dans le temps avec l'apparition d'objets volants non identifiés dans certaines régions. Néanmoins, malgré sa popularité, la théorie de l'intervention extraterrestre n'a pas de preuves documentaires. Certains chercheurs tentent d'établir un lien entre la mort des vaches et les ovnis qui ont été aperçus dans cette zone la veille. Tcha. Cependant, de telles coïncidences se produisent extrêmement rarement. L'expert qui a mené 2 ou 3 études sur des cas similaires admet qu'il n'a pas d'explication à ce phénomène mystérieux. Les propriétaires de bétail étaient en panique et ne pouvaient pas comprendre les raisons de la mort de leurs animaux. N'étant pas vétérinaire, l'expert s'est tourné vers des spécialistes au Canada. Selon eux, la cause pourrait être soit des maladies infectieuses, soit des attaques de prédateurs. Ils n'ont vu dans les faits proposés rien de mystérieux. Un des chercheurs sérieux, travaillant au Brésil et ayant de l'expérience dans ce domaine, a examiné de nombreux cadavres d'animaux et estime que derrière tout cela se cache quelque chose de plus que l'agression d'un prédateur terrestre. Cependant, il ne pense pas non plus qu'il faille chercher des liens avec l'ufologie. Bien que ce phénomène représente un intérêt, son étude nécessite l'implication de pathologistes professionnels. À ce jour, l'étude de ce phénomène est principalement menée par des ufologues qui ne possèdent pas de connaissances spécialisées en matière de vétérinaire ou d'anatomie pathologique. L'expert estime que ce sont justement les spécialistes de ce domaine qui pourront fournir des réponses plus autorisées. Si la mort du bétail est réellement causée par des humains, il est peu probable que les raisons se trouvent dans des rituels cultuels. En considérant la théorie d'une opération militaire ultra secrète soutenue par le gouvernement, il faudrait trop de fantaisie. Par exemple, on pourrait supposer que des agents d'une organisation secrète ont préparé une série de tests complexes pour étudier l'effet d'un certain gaz qui sera utilisé à l'avenir lors d'une attaque chimique ou bactériologique. Supposons qu'une certaine substance ait été pulvérisée sur le terrain. Dans quelques jours, une unité spéciale a commencé à collecter des échantillons de peau des animaux morts. Ce plan paranoïaque n'est peut-être pas aussi fou qu'il y paraît au premier abord. Récemment, des documents secrets des archives du FBI ont été rendus publics, affirmant que de fortes doses d'atropine, un puissant tranquillisant, avaient été détectées dans le sang des animaux décédés. Selon une autre version, des tests étaient effectués sur les animaux pour évaluer l'effet de la vitamine B12 ou d'autres toxines sur le système lymphatique. Bien que ces théories puissent sembler farfelues, tous les documents officiels semblent suivre une instruction unique. En 1980, des rapports officiels du FBI sont apparus dans la presse, indiquant que les recherches et la mort des animaux avaient été menées à la demande du gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique. Dans ce document, il était affirmé que la cause de la mort des animaux était des prédateurs, et il n'y avait aucune mention des substances toxiques trouvées dans certains cadavres. Même en supposant que des agents des services secrets gouvernementaux soient derrière cela, la question se pose. Pourquoi ont-ils utilisé le code des agriculteurs plutôt que celui des animaux de laboratoire? Cette question et quelques autres restent sans réponse, ce qui crée un terreau fertile pour l'émergence des théories les plus incroyables. Au début des années 80, un autre phénomène a attiré l'attention des ufologues, les cercles dans les champs. Ils étaient décrits comme des cercles de différents diamètres, trouvés tôt le matin dans des champs de céréales. Les plantes étaient fortement aplaties, mais les tiges n'étaient pas... Il y avait des opinions selon lesquelles ces étranges formations étaient le fruit d'une farce insensée. Étrangement, ce phénomène n'était observé que dans les champs du sud de l'Angleterre. Pendant que les scientifiques réfléchissaient à la théorie des mini-tornades qui auraient pu créer ces étranges objets, l'histoire a pris un nouveau tournant. Au lieu de cercles dans les champs, diverses figures géométriques ont commencé à apparaître
devenant de plus en plus complexe avec le temps. Cela ne pouvait plus être attribué à un phénomène naturel. Quoi qu'il en soit, le mystérieux créateur de ces formes possédait une intelligence élevée et des capacités inaccessibles aux simples mortels. En 1991, alors que les chercheurs tentaient de déchiffrer les messages mystérieux, le monde a été secoué par une nouvelle annonce sensationnelle. Deux retraités, Duke Bower et Dave Chorley, affirmaient qu'ils étaient les auteurs de ces cercles dans les champs. Leur première expérience remontait à la fin des années 70, lorsqu'ils utilisaient une simple planche attachée à une corde. Au début, la presse ne s'est pas particulièrement intéressée aux révélations de ces retraités. Cependant, après l'apparition de nouveaux cercles, les journalistes ont compris que c'était une véritable sensation. Mais, comme c'est souvent le cas dans de telles histoires, le monde n'a pas voulu croire la confession des vieillards. Parmi ceux qui croyaient à l'origine extraterrestre des figures dans les champs, une nouvelle rumeur s'est répandue. Prétendument, Duke et Dave avaient reçu une ronde somme pour leur fausse confession. Les cercles dans les champs ont pris une place digne parmi les phénomènes mystérieux du siècle dernier. Ils apparaissaient principalement sur les pentes des montagnes dans le sud de l'Angleterre, où les premiers atterrissages de supposées soucoupes volantes avaient également été observés. Depuis lors, l'histoire des cercles dans les champs s'est répandue dans le monde entier et continue de rester populaire. Il n'y a pas si longtemps, un film intitulé Signe, avec Mel Gibson dans le rôle principal, est sorti. Le phénomène des cercles dans les champs est soigneusement étudié. Un des chercheurs qui a passé environ 2 ans à étudier ce phénomène dans le sud de l'Angleterre et en Suède affirme que le plus important dans cette énigme est que ces cercles n'ont pas d'origine naturelle et naturelle. Il existe une opinion selon laquelle les céréales commencent à se pencher vers la Terre d'elles-mêmes, sans aucune intervention mécanique. Cependant, l'équipe de la BBC dirigée par John Mitch a mené une expertise spéciale. Ils ont amené sur les lieux les mêmes retraités farceurs, Duke et Dave, et leur ont proposé de répéter leur exploit devant des spectateurs ébahis. Ceux-ci ont parcouru un chemin 2 fois plus long et ont parfaitement réussi leur tâche. Il ne faut pas spéculer sur la question de qui crée réellement les cercles dans les champs. Les faits parlent d'eux-mêmes. Chaque personne est capable de créer une figure parfaite. Cependant, si les cercles dans les champs ne sont qu'une farce, comment les malfaiteurs parviennent-ils à pénétrer au centre du champ sans laisser de traces dans l'herbe? Ces questions préoccupent les amateurs de tout ce qui est mystérieux. Au début des années 90, un petit groupe d'ufologues français s'est rendu dans le sud de l'Angleterre pour étudier plus en détail les cercles mystérieux. Les chercheurs ont rapidement trouvé une explication à ce phénomène. Gilles Monk, l'un des membres du groupe, ne trouve rien d'étrange dans l'absence de traces près des cercles. La plupart des centres des cercles étaient visibles même en 2003. En général, ils se trouvaient dans les sillons des tracteurs, mais un petit pourcentage se trouvait sur des champs sans aucune trace de matériel de récolte. Comment pouvait-on accéder aux sillons des tracteurs sans laisser de traces? Les ufologues étaient convaincus que les cercles étaient créés par 2 personnes à l'aide d'une corde. Bien sûr, ils ne pouvaient pas commencer leur travail sans atteindre le centre supposé du cercle, mais ils avançaient dans le champ avec beaucoup de précautions. Il est enregistré sur la pellicule qu'avec une certaine prudence, une personne peut traverser un champ sans laisser de traces. Cependant, de nouveaux cercles sont rapidement apparus et les chercheurs ont remarqué que ceux qui les créaient n'étaient plus aussi prudents. Apparemment, les gens étaient pressés et, sans réfléchir, laissaient des empreintes. Arrivés au centre, ils pouvaient créer des figures complexes. Les ufologues ont trouvé de telles empreintes dans des champs de blé et les ont soigneusement examinées. Quelqu'un a traversé le champ avec précaution, écrasant plusieurs tiges en plein centre du cercle. Cependant, la partie centrale du cercle était grande, et les chercheurs devaient déterminer d'où le travail avait commencé. Le rayon d'action était caché sous le blé aplati, et peu importe combien ils essayaient, ils ne parvenaient pas à le trouver. Finalement, ils ont néanmoins découvert le point de départ initial de l'inconnu créateur des cercles. Peu à peu, les ufologues sont devenus de véritables professionnels dans la détermination du centre du cercle.
Ils pouvaient le désigner avec précision simplement en marchant sur le champ. Selon leurs estimations, dans 95% des cas, ils avaient raison, bien qu'aucune statistique précise n'ait été tenue. De temps à autre, le centre se révélait légèrement décalé et ces cas exceptionnels sortaient de leur logique. Il y avait des suppositions selon lesquelles ce n'étaient pas les bonnes empreintes, mais le plus souvent, ils trouvaient effectivement ce qu'ils cherchaient. Gilles Munch a rencontré ce phénomène pour la première fois au Canada en 1975, longtemps avant l'apparition des premiers cercles dans les champs d'Angleterre, autour desquels tant de bruit s'est élevé. Cependant, ce phénomène ne l'intéressait pas vraiment. Au fil des ans, il a entendu de nombreuses confessions concernant la paternité des mystérieux cercles qui étaient généralement créés pour le divertissement ou pour faire une blague aux voisins. Au début des années 70, une série d'événements inexpliqués s'est produite au Manitoba, y compris des rapports d'atterrissage de soucoupes volantes, après quoi des tiges pliées restaient sur place. Que savons-nous des cercles aujourd'hui? Ce sont des figures géométriques plus ou moins correctes, faites d'herbes aplaties, se rencontrant principalement dans les champs en Angleterre. Il existe une théorie reliant ce phénomène au phénomène des ovnis, mais il y a peu de preuves réelles à ce sujet. Créer délibérément des figures géométriques parfaites dans les champs est assez difficile, mais en principe, un homme est capable de le faire. Il y a beaucoup de preuves à cela, et les farceurs du monde entier avouent leurs méfaits, racontant en détail comment ils ont réussi à le faire. C'est pourquoi, selon Jill Munch, le phénomène des cercles dans les champs ne devrait pas être associé à l'objet d'étude de l'ufologie. Pour prouver que les cercles dans les champs sont un phénomène exceptionnel nécessitant une étude sérieuse, certains ont cité les mots du biophysicien américain Levengood, qui a découvert une différence significative entre les plantes à l'intérieur et à l'extérieur du cercle. Immédiatement après la reconnaissance de la réalité de l'existence des cercles dans les champs, beaucoup ont commencé à douter de l'objectivité et des méthodes scientifiques du chercheur. Les partisans de la théorie de l'origine extraterrestre des cercles se réfèrent constamment au travail du docteur Levengood, qui affirmait que les tiges à l'intérieur et à l'extérieur du cercle diffèrent au niveau moléculaire, ce qui signifie qu'elles poussent différemment. Cependant, malgré cela, il existe de nombreux témoignages indiquant que l'expertise a été réalisée de manière prévisible. Les experts ont toujours pu déterminer quel brin d'herbe appartenait au cercle et lequel se trouvait en dehors de celui-ci. En parlant de cela, le chercheur exprime son doute. Je croirais davantage à ce qu'on appelle l'expertise à l'aveugle, lorsque les scientifiques tirent des conclusions sans savoir d'où provient tel ou tel échantillon. Il se souvient d'un cas de l'histoire des sciences lorsque les scientifiques sont d'abord déclaré que l'homme avait 48 chromosomes, puis ont modifié ce nombre à 46 et après un nouveau comptage sont revenus à la valeur initiale. Je veux dire que les scientifiques, tout comme les simples mortels, voient souvent seulement ce qu'ils veulent voir. Ils sont également sujets à l'erreur. Dans l'étude du phénomène des cercles dans les champs, peu de scientifiques ont pu revendiquer leur neutralité. La plupart ont adopté une position claire. Soit ce sont des sceptiques qui voulaient prouver que les cercles ne modifient pas la structure moléculaire des céréales, soit des partisans de la théorie des ovnis, affirmant le contraire. Selon le chercheur, une expertise fiable des cercles n'a pas été réalisée, bien qu'il pense que cela n'a probablement rien changé de fondamental. Il n'y a absolument aucune différence entre les céréales à l'intérieur et à l'extérieur des cercles, bien que certains cercles aient une histoire d'apparition plutôt inhabituelle. Il ajoute qu'il serait plus enclin à faire confiance aux résultats de l'expertise s'il pouvait la considérer comme scientifique et non biaisée. Comme dans le passé, nous trouvons des défauts dans les cercles, mais maintenant, nous n'y prêtons plus attention. Si c'est vraiment l'œuvre d'une intelligence extraterrestre, il serait logique d'attendre des formes géométriques parfaites, ce qui n'est pas le cas de la plupart des cercles. Le chercheur souligne qu'avec l'utilisation des technologies modernes, la création de tels cercles semble tout à fait possible. Il serait beaucoup plus inhabituel que les tiges soient pliées au sommet et non à la base. Ou, disons,
si les céréales étaient pliées dans différentes directions. Cela est en réalité pratiquement impossible à réaliser, du moins en utilisant la technique de terrain la plus ordinaire et des dispositifs domestiques. Il note également que si les créateurs des cercles utilisaient une technologie extraterrestre, ils auraient créé des formes beaucoup plus complexes qui ne laisseraient aucun doute sur leur origine extraterrestre. De nos jours, de moins en moins de chercheurs croient à la théorie de l'origine extraterrestre des cercles dans les champs. Les technologies humaines ont fait de grands progrès et elles peuvent tout à fait être utilisées pour créer des figures peu crédibles. Même les films prétendument montrant le processus de création des cercles par quelque chose d'inconnu se sont révélés être de simples falsifications. Cependant, si ce n'est qu'une farce, pourquoi les gens auraient-ils besoin de plaisanter de cette manière? Le chercheur conclut que c'est simplement de l'art de la Terre, où les artistes se font concurrence en créant des formes de plus en plus sophistiquées dans les champs. On rencontre effectivement des formes très inhabituelles au design incroyable, ce qui suggère une compétition créative entre des groupes scolaires ou universitaires. Créer des cercles dans un champ ne nécessite pas de dépenses de temps particulières. Les étudiants pourraient facilement créer des figures mystérieuses dans les champs de blé pendant les vacances d'été en utilisant seulement des connaissances de base en géométrie et en mathématiques, ainsi qu'un peu de compétences organisationnelles. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour le faire. En Angleterre, les compétitions entre universités ont toujours été populaires. Et par conséquent, les cercles dans les champs peuvent être considérés comme une compétition créative dans le domaine de l'art de la Terre. Parmi ceux qui ont avoué avoir créé de telles figures, il y avait Doug Boer et Dave Chorley, suivis par d'autres groupes artistiques tels que la bande de Bill Bailey et Merlin et compagnie. Cette information est devenue connue de la grande presse britannique. En novembre 2000, l'informaticien Maddie Williams a été le premier à être condamné à une amende pour les dommages causés aux agriculteurs en raison de son intervention artistique dans les champs. La gloire, comme on le sait, exige des sacrifices. Passant à un autre sujet, non loin des îles Bermudes, entre la Floride et Porto Rico, se trouve un mystérieux triangle connu sous le nom de Triangle des Bermudes. Dans cette région, de nombreux navires et avions ont disparu de manière mystérieuse. Et depuis l'Antiquité, des événements inexplicables s'y sont produits. Les navigateurs de l'époque de Christophe Colomb affirmaient avoir vu dans le ciel, au-dessus du triangle, des lumières étranges. Et sous l'eau, ils observaient des objets sous-marins non identifiés. La disparition la plus bruyante dans le triangle des Bermudes a eu lieu le 5e décembre 1945, lorsque une escadrille de bombardiers a quitté la base aérienne de Fort Lauderdale. L'escadrille se dirigeait vers l'est dans le but de bombarder un vieux navire amarré au large des côtes de la Floride, puis de revenir à la base. C'était des exercices ordinaires. À 3h40 de l'après-midi, le lieutenant Charles Taylor, commandant de l'escadrille, a informé la base d'un incident inhabituel. Ses instruments étaient en panne et il ne comprenait pas où ils se trouvaient. Taylor a ajouté que, selon ses estimations, il volait au-dessus de la Floride. Les contrôleurs aériens ont tenté en vain de ramener les avions au sol, mais rapidement, le contact radio avec l'escadrille a été perdu. Les opérations de recherche ont commencé à 7h30 du soir. Les militaires ont conclu que les avions disparus s'étaient écrasés dans l'océan en raison d'un manque de carburant. Cependant, les ennuis ne se sont pas arrêtés là. Un avion de recherche a également disparu non loin de Fort Lauderdale. Au final, 27 personnes et 6 avions ont disparu dans l'air dans le mystérieux triangle des Bermudes. Le commandement de la marine américaine a conclu que les pilotes avaient commis une erreur fatale, mais aucun débris n'a été retrouvé. Que s'est-il donc passé avec cette énorme quantité de fer et des dizaines de personnes? Les amateurs de mystère pensent que cet incident est le résultat d'une activité extraterrestre dans la région du triangle des Bermudes, souvent associée au phénomène des ovnis. Le triangle légendaire représente une zone maritime où de nombreux navires et avions ont disparu. Naturellement, cet endroit attire l'attention des chercheurs,
parmi lesquels se trouve même l'un de mes proches. De nombreux livres ont été écrits sur le triangle des Bermudes, tant par des sceptiques que par des partisans de la théorie des ovnis. Néanmoins, les statistiques des disparitions dans le triangle des Bermudes peuvent être quelque peu exagérées. Il existe des avions et des navires qui traversent régulièrement cette zone sans aucun problème, sous la conduite de professionnels. Il y a également des témoignages de contrôleurs aériens gérant le trafic sur les voies aériennes et maritimes. Il ne faut pas oublier que le triangle des Bermudes est souvent utilisé pour le trafic de drogue, et après la capture d'un navire transportant une telle cargaison, il est inévitablement coulé. Il n'y a rien de surnaturel là-dedans. Lors d'une analyse objective, le nombre de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes peut sembler ordinaire, ne dépassant pas les moyennes de n'importe quelle autre région. Pourtant, des rumeurs étranges circulent sur le triangle des Bermudes et des histoires incroyables s'y sont produites. En analysant ces cas, on peut conclure que certains d'entre eux s'expliquent par l'action des gaz méthaniques qui réduisent considérablement la résistance de l'eau. En conséquence, tout objet, en particulier un énorme navire, peut sombrer instantanément. Bien que cette théorie nécessite une confirmation, elle semble plausible. L'histoire la plus célèbre du triangle des Bermudes, selon beaucoup, est le principal mystère de l'histoire de l'humanité. Il s'agit de la disparition sans trace de la 19e escadrille. Les restes d'autres avions et navires ont souvent été retrouvés au fond de la mer. Cependant, cette escadrille apparemment s'est simplement évaporée dans l'air. Le contact avec les avions n'a pas été perdu immédiatement. Au début, ils se sont simplement égarés et les pilotes étaient en contact constant avec les contrôleurs aériens, décrivant que la mer et le ciel ne semblaient pas comme d'habitude. Il est probable que leurs coordonnées étaient incorrectes. Ils ont changé de direction plusieurs fois et finalement ont disparu sans laisser de traces. D'un côté, on pourrait dire que c'était de jeunes pilotes inexpérimentés, mais ils étaient dirigés par un véritable professionnel. Le shunt devait ramener l'escadrille à la base sans perte. Peut-être se sont-ils perdus les uns les autres, puis ils ont manqué de carburant, et tous les avions sont tombés dans la mer. Cependant, ce jour-là, un groupe des pilotes les plus expérimentés a été envoyé à la recherche de l'escadrille disparue, et l'avion de recherche a également disparu, ne laissant aucune trace. Cela ne peut déjà plus être considéré comme une coïncidence. Cette histoire nécessite une autre interprétation. Une des explications possibles est la présence dans la zone étudiée d'un champ électromagnétique d'une force colossale qui a perturbé tous les indicateurs de l'équipement et a en fait détruit les réserves de carburant des avions. De plus, cet avion qui était parti à la recherche de l'escadrille disparue était connu pour son manque de fiabilité. Cette théorie implique l'apparition dans le triangle de quelque chose de très étrange, capable de créer un champ électromagnétique d'une telle puissance. Bien que le triangle des Bermudes ne semble pas être un mystère si grand, il est difficile de croire ce que la presse en dit. Mais quelque chose s'est bien passé là-bas, et cela a conduit à la formation d'une radiation électromagnétique. Peut-être s'agit-il d'un énorme météorite au fond de la mer, peut-être autre chose. Et son effet ne se manifeste pas constamment, mais de temps en temps. Certains pensent que les avions se sont déplacés dans une autre dimension ou se sont coincés dans le temps. Une des versions est l'intervention d'OVNI, et il existe également une idée curieuse d'un certain portail temporel. Bien sûr, il y a une probabilité de force tourbillon sous-marin, et cette zone de l'océan est effectivement très agitée. Les ufologues pensent que des pilotes et des marins ont été enlevés par des extraterrestres, ce qui concerne également les avions et les navires. Cela s'est raconté dans le film Kikia, Rencontre du troisième type, où une escadrille apparaît dans le désert au tout début, puis les pilotes y retournent à la fin. Ce film immortalise le mythe, bien qu'il n'y ait pas de lien évident entre le phénomène OVNI et le triangle des Bermudes. Le seul fil conducteur est que des ovnis sont effectivement apparus dans cette région, mais ils ont également été observés à d'autres endroits. Néanmoins, le triangle des Bermudes occupe une place tout à fait particulière parmi d'autres phénomènes inexpliqués. Le nombre de disparitions ici est époustouflant, et toutes les disparitions survenues dans cette zone sont devenues connues sous le nom de phénomène fortien.
Fort comprenait que notre monde est bien plus mystérieux que nous ne l'imaginons. Les étrangetés décrites par Charles Fort n'ont peut-être rien à voir avec les ovnis. Cependant, elles continuent d'intriguer les esprits des gens, car l'univers est illimité non seulement dans le temps et l'espace. Il existe de nombreuses lois inconnues et des faits inexpliqués dans le monde, et les histoires infinies sur les étrangetés et les mystères ne font que confirmer cela. Les ovnis, les faits et les falsifications sont un sujet qui continue de susciter de l'intérêt. L'exploration du phénomène mystérieux des ovnis ouvre des portes à des réflexions sur l'avenir.